Écho d'Afrique, nouvelle édition, bienvenue à tous. D'abord, la République démocratique du Congo, mouvement massif des populations dans la ville de Mangina dans l'est du pays. Les habitants pris de panique vident les lieux quelques jours seulement après les massacres qui ont fait plusieurs victimes. Les chiffres avancés font état d'une dizaine de morts et plusieurs civils kidnappés. L'attaque a été attribuée aux rebelles ougandais, les ADF. La localité est complètement paralysée. Par crainte de nouvelles représailles, les commerçants ont préféré fermer boutique. Les riverains lancent des cris de détresse. Nous sommes inquiets de la situation qui se passe tout le temps et qui ne peut pas prendre fin. Que le gouvernement vienne nous aider et aide aussi les autres victimes face à ces massacres qui durent depuis des années. Ça suffit maintenant. Ces nouveaux massacres interviennent après plusieurs mois d'accalmie dans la région. De l'avis des analystes, cette vague de tueries est une vengeance que mènent les milices ADF contre les civils pour briser le soutien qu'ils apportent aux forces armées qui ont lancé une opération musclée contre leur base depuis octobre 2019. Restons à Béni dans l'est de la République démocratique du Congo. Outre les rebelles qui sèment la terreur dans cette partie du pays, elle est aussi secouée par une grave épidémie d'Ebola qui a déjà tué 2200 personnes pour 3200 cas enregistrés. Mercredi 12 février, l'Organisation mondiale de la santé a prolongé de 3 mois la qualification de cette maladie à fièvre hémorragique d'urgence internationale. Malgré les avancées positives notées ces derniers jours dans la lutte contre l'épidémie à travers une chute considérable du nombre de cas détectés, l'OMS reste vigilant sur l'avenir, car selon elle, tant qu'il y aura encore un seul cas d'Ebola dans une région dangereuse et instable comme l'est de la RDC, le potentiel existe pour une épidémie bien plus grande. Ce jeudi, une délégation de l'Organisation mondiale de la santé devrait rencontrer le président Félix Tshisekedi pour échanger sur le renforcement du système de santé du pays. Parlons de la consolidation des relations de coopération multiforme entre le Sénégal et le Canada. Le Premier ministre canadien a entamé une visite de 2 jours mercredi à Dakar. Justin Trudeau a été accueilli par le chef de l'État Macky Sall au palais présidentiel. Le tête-à-tête entre le président sénégalais et son hôte était consacré au partenariat entre les deux pays dans divers domaines, éducation, économie, sécurité, entre autres, mettant en avant l'ancienneté des relations entre Dakar et Ottawa. Valeurs de paix, de liberté, de démocratie, de respect des droits humains et des idéaux de la francophonie. Je veux vraiment te remercier, mon cher Macky, pour cet accueil magnifique et surtout pour cette amitié qui dure pas seulement entre le Canada et le Sénégal, mais entre nous deux en termes de valeurs, en termes de partenariat, en termes de vision pour l'avenir de l'Afrique et du Canada et de notre monde. C'est qu'en 2020, les investissements canadiens au Sénégal dépasseront le milliard de dollars canadiens, environ plus de 449 milliards de francs CFA. Quant à l'aide au développement, elle est estimée à 1,3 milliard de dollars, environ plus de 453 milliards de francs CFA depuis 1962. Entre 2017 et 2018, cette aide a atteint 39 milliards de francs CFA, faisant du Canada le 3e bailleur de fonds bilatéral pour le Sénégal, qui en est son premier bénéficiaire en Afrique de l'Ouest. Lors de la conférence de presse conjointe, la question sensible de l'homosexualité a été mise sur la table par la presse canadienne. Le président Macky Sall s'est voulu clair. Les lois de notre pays obéissent à des normes qui sont le condensé de nos valeurs de culture et de civilisation. Donc ces lois, en fait, sont le reflet de cette vision, de notre manière de vivre et d'être. Cela n'a rien à voir avec l'homophobie. Le Sénégal est un pays de droit, c'est clair. C'est un pays qui respecte les droits de l'homme. Mais c'est un pays qui a des lois qui interdisent, en tout cas, ce que le Code a indiqué, c'est en réalité l'exhibition, les relations contre nature du point de vue de la législation, c'est cela qui est mis en œuvre, mais ceux qui ont une orientation sexuelle de leur choix ne sont pas pour autant, ne font pas l'objet d'exclusion. Mais on ne peut pas non plus demander au Sénégal de dire demain on légalise l'homosexualité et demain c'est les gay parades, etc. Ça, c'est pas possible, parce que notre société ne l'accepte pas.
Abidjan, en Côte d'Ivoire, accueille depuis ce 12 février 2020 la 6e convention et exposition mondiale du cajou. Le premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly a procédé à la cérémonie d'ouverture conjointement avec les journées nationales des exportateurs de cajou de Côte d'Ivoire. Dans la perspective d'une filière durable et innovante, cette édition 2020 réunit des producteurs, des organisations de la filière Anacad, des opérateurs économiques et acteurs mondiaux du cajou autour du thème « Bâtir un écosystème durable pour l'industrie mondiale du cajou ». Dans ce contexte, la transformation s'affiche comme un défi majeur. Dans l'actualité, reprise des manifestations mercredi en Guinée. Après une trêve de quelques semaines, les contestataires ont renoué avec la rue à quelques semaines du 1er mars, date du législatif couplé au référendum sur la réforme constitutionnelle. Dans un communiqué, le ministère de la Sécurité a mis en garde le Front national pour la défense de la Constitution, figure de proue de ce mouvement de protestation pour avoir provoqué quelques troubles à l'ordre public dans certains endroits de Conakry. À en croire certaines sources, les manifestants qui ont transformé la capitale guinéenne en quasi-ville morte ont reçu le soutien par vidéo interposé du chef de file de la gauche radicale française, Jean-Luc Mélenchon, qui aurait estimé que cette mobilisation pouvait servir d'inspiration, y compris en France. Cap sur le Burkina Faso où l'insécurité alimentaire s'aggrave, l'ONG américaine Refugees International vient de rendre son rapport dans lequel elle tire la sonnette d'alarme. Dans sa copie, l'ONG révèle la préoccupante situation de 2,2 millions de personnes qui sont dans le besoin sur une population de 20 millions d'habitants. Il indique par ailleurs que le pays fait face à une crise de déplacement présentée comme la plus rapide au monde actuellement. Plus d'1 million de personnes ont fui les violences terroristes et intercommunautaires. Le document intitulé Burkina Faso et la nouvelle ligne de front au Sahel, répondre à la crise de déplacement la plus fulgurante au monde, constate que les personnes ont été privées de leurs moyens de subsistance, les enfants ne sont pas scolarisés. Aux donateurs, l'ONG préconise le renforcement des fonds humanitaires. Aux Nations Unies, elle appelle à plus de moyens aux communautés locales pour répondre à leurs besoins. Quant aux autorités burkinabées, elle demande plus d'efforts dans la coordination. Dans la suite, au Soudan, près de 10 mois après la chute d'Omar el-Bashir, le pays peine à sortir la tête de l'eau. L'économie reste confrontée à de nombreuses pénuries accentuées par la flambée des prix. Les populations font la queue pour se procurer du pain, la denrée de consommation quotidienne, était à l'origine du soulèvement qui a conduit au départ de l'ancien président. Le cliché n'est pas plus reluisant dans les stations-service. Pour acheter de l'essence, il faut s'armer de patience, un véritable chemin de croix. Cette pénurie touche plusieurs secteurs, le gaz n'est pas épargné. Les autorités de transition font le tout pour relancer l'économie. Ils mettent cette situation au compte de l'héritage laissé par l'ancien système. Le Soudan est inscrit dans la liste noire des États-Unis pour soutien au terrorisme, toute chose qui ne facilite pas l'aide étrangère. Un détour en Égypte qui devra user de moyens efficaces pour faire face à l'économie due à l'explosion démographique. Le pays vient de franchir le cap des 100 millions d'habitants. Le compteur électronique installé sur le bâtiment abritant l'agence égyptienne pour les statistiques au Caire est passé de 8 à 9 chiffres pour la première fois. L'Égypte, pays arabe le plus peuplé, occupe le 3e rang à l'échelle continentale, derrière l'Éthiopie et le Nigeria et la 14e place mondiale. Cette croissance démographique constitue un défi majeur pour ce pays où le chômage demeure un vecteur de tension sociale. En 2017, le président Abdel Fattah al-Sisi avait placé la surpopulation parmi les 2 principales menaces pour son pays avec le terrorisme. En 2017, le président Abdel Fattah al-Sisi avait placé la surpopulation parmi les 2 principales menaces pour son pays après le terrorisme. D'après un communiqué de l'agence égyptienne pour les statistiques, un enfant naît en moyenne toutes les 17,9 secondes au pays des pharaons. Les autorités ont lancé ces dernières années plusieurs campagnes pour limiter le taux de fécondité sans succès. Selon les prévisions des Nations Unies, si aucune politique efficace n'est mise en place, l'Égypte comptera 120 millions d'habitants en 2030. Voilà qui fait l'actualité en Afrique. À très bientôt.